CNESCO pour son aimable invitation et son parfait accompagnement pendant ces 2 années de travail, effectivement. Comme tu viens de le dire, Nathalie, l'intérêt des comparaisons internationales, c'est de nous montrer, bien sûr, la diversité des manières dont l'école, l'enseignement et la formation des enseignants se pratiquent et se conçoivent ailleurs que chez nous. Ouvrons les fenêtres, en somme, cherchons des différences, laissons-nous donc étrangers, comme Montaigne le conseillait. Nous confronter à l'altérité nous permet de mieux penser notre expérience, de dénaturaliser nos coutumes, de démystifier nos évidences. Mais attention à la quête d'exotisme. Elle peut masquer, sous le charme des singularités, conjoncturelles et locales, des enjeux plus structurels et globaux. Comparer, c'est ainsi et aussi relier, nous relier par-dessus les frontières, mais pour réfléchir ensemble à l'évolution d'un métier au singulier, celui d'enseignant et d'enseignante, ou plus généralement de professionnels de l'éducation, dont la professionnalisation présuppose l'unité. C'est en croisant donc les régularités et les variations internationales que j'ai pour ma part tenté d'identifier dans mon rapport de synthèse les tensions repérables partout, dès lors qu'on balaye l'horizon, dans la formation continue et le développement professionnel des personnels de l'éducation. Je vais les présenter ici brièvement, pas pour en faire le tour en 10 minutes, ce qui serait bien présomptueux, mais pour proposer d'emblée 5 analyseurs des expériences nationales ou régionales que la conférence va pouvoir ensuite évoquer. Alors, la première tension que j'ai repérée se situe entre les 2 pôles de la formation professionnelle, pensée comme une valeur en soi, ou plutôt, autre pôle, comme un instrument au service d'autres fins. Les images que je montre ici n'opposent pas des pays, mais des logiques illustrées par des pratiques situées. Par exemple, en l'occurrence, à quoi sert en somme la formation continue des enseignants et des enseignantes? Quelles sont ces fonctions explicites, revendiquées, mais aussi implicites, parfois dissimulées? L'exemple canadien, plus précisément ontarien, valorise intrinsèquement le développement professionnel continu de spécialistes de l'enseignement, dont une formation initiale complète a jeté les bases. L'exemple allemand de l'entrée latérale dans le métier, Quereinsteigung, entrer donc dans le métier pour une seconde carrière, dans une formation raccourcie, aux besoins en emploi, montre que les frontières entre ce que les anglophones appellent pre-service et in-service training peuvent être poreuses, et surtout que compenser une préparation lacunaire par un accompagnement renforcé en emploi peut aussi entériner à moindre frais le statu quo. Là où cette méthode se généralise, elle peut économiser de coûteuses études de base, solidement ancrées dans les savoirs pédagogiques et didactiques, instituées et financées par l'État, comme il le fait pour la médecine, l'administration, l'ingénierie, le droit. La recherche montre que mieux les enseignants sont formés, plus ils se forment. Il faut un investissement de départ si l'on souhaite des dividendes au fil du temps. La seconde tension prend acte de ce paradoxe en opposant 2 statuts possibles. Je reviens à vous parce que je viens de perdre mon fichier. En opposant 2 statuts possibles, mais aussi combinables de la formation permanente des enseignants. D'un côté, celui d'un droit attaché au poste, dont chaque titulaire peut faire usage ou non. L'exemple belge, ici à l'écran, est celui d'un congrès de professeurs de sciences rassemblant librement les spécialistes de la biologie, de la chimie ou de la physique autour de leur discipline d'élection. On peut opposer ce modèle à la récente stratégie italienne de la buona scuola, dictant un plan centralisé et contraignant de formation des enseignants et des enseignantes, pas parce que le terrain le demandait, mais parce qu'une réforme systémique a été décidée par le gouvernement et qu'il a jugé du devoir des professionnels de se recycler sur commande, comme on le dit en Suisse. Des transactions peuvent partout avoir lieu entre autonomie et contrôle, la façon la plus sûre d'en sortir par le haut étant de rendre la formation si désirable que ne pas la suivre passerait pour une sanction. La troisième tension nous fait passer de l'usage de la formation à la définition de ses prestations.
Les démarches employées peuvent varier entre conférences à large échelle, catalogue de cours, projet d'établissement, analyse des pratiques, tutorat individualisé, réseau d'échange, numérisé ou non. La liste est longue et elle a toutes les raisons de s'enrichir par les contacts internationaux dont cette conférence est un exemple. Notons seulement la différence entre le parfait alignement, en tout cas apparent, des enseignants singapouriens à l'image et l'imagerie plus volontiers américaine d'un coaching marchandisé, peut-être un jour ubérisé. Dans bien des régions, la formation est un marché et la question de savoir qui y propose quelles ressources, répondant à quels besoins et définie par quelle autorité est au cœur du problème que nous avons à examiner. On peut dire que la quatrième tension prend en somme la troisième à contre-pied entre les formations qui satisfont les enseignants et celles que préfère leur hiérarchie. Un modus vivendi peut éventuellement s'installer. Un stage imposé par la direction contre une journée offerte au personnel. Un tel donnant-donnant peut mettre tout le monde d'accord, mais que sait-on de son véritable impact sur les pratiques professionnelles et finalement sur les apprentissages des élèves? Externe et interne, les deux évaluations de l'efficacité de l'action devraient idéalement se compléter, mais nous savons qu'elles peuvent aussi entrer en conflit, comme on le voit avec les enquêtes internationales du type de celle de l'OCDE. Faut-il se concentrer sur leurs critères de classement, ces enquêtes externes, ou les systèmes scolaires les plus prospères sont-ils au contraire ceux qui classent le moins leurs élèves parce que leur population croit aux vertus de l'intégration? Les pratiques japonaises ou hongkongaises, par exemple, d'études collégiales de leçons, dites lesson studies, dont nous entretiendrons pendant la conférence, sont un bon exemple de ce paradoxe. Elles peuvent nous séduire parce qu'elles déprivatisent l'activité des enseignants et des enseignantes, mais ceux-ci ne se demandent jamais si elles sont électives ou obligatoires. Elles font juste partie de l'emploi du temps. La cinquième et dernière tension que je propose à votre sagacité naît en quelque sorte de la composition des quatre autres. Si le but visé par une politique éducative est le développement professionnel, donc l'accroissement du pouvoir d'agir de l'école et des enseignants, alors les évolutions possibles doivent forcément combiner facteurs endogènes et exogènes de changement. Pourquoi finalement une guerre de position entre la ressource extérieure, dans le cas de l'exemple espagnol, d'un questionnement des pratiques par la recherche expérimentale, et son vis-à-vis, ici français, d'un enracinement de la formation dans le travail et le fort intérieur des enseignants? C'est un truisme de rappeler qu'en matière d'apprentissage, continuité et rupture sont les deux faces d'une même nécessité. La professionnalisation du métier d'enseignant et des autres fonctions dans les systèmes scolaires suppose une extension progressive et conjointe de l'autonomie professionnelle, donc de sa fiabilité et de sa responsabilité, partant de sa redevabilité. Mais pour cela, encore faut-il qu'un peu de sécurité caractérise les liens entre une nation singulière et son système d'éducation. Nous voilà donc face à un immense défi à l'ère du stress test démocratique entre intégrisme identitaire et compétition mondialisée.